Édition du mercredi 27 octobre 2021, épisode 72 du balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de l'illustre Max Boudreau. Comment ça va, mon Max? Ça va? Écoute, tu sembles un peu enrhumé. Est-ce que toi, t'es correct? Ben écoute, c'est entre un rhume ou une sinusite. Je pense que lors du prochain balado, on va pouvoir faire une mise à jour médicale sur l'état de mon nez. Et c'est pour ça Le un peu que je changement de sonne comme un température, hein? canard. C'est ça qui Changement de arrive. température, ça nous affecte tous. Exact. Max, grosse journée dans le monde du basketball québécois aujourd'hui, alors Oui. que la formation de Montréal, de la CEBL, va dévoiler son logo et son nom d'équipe également. Donc, dans un instant, on aura la chance de rejoindre Annie Larouche en direct de l'Auditorium de Verdun. Il sera également question à l'émission des Raptors de Toronto, du début de saison des Raptors, de tout ce qui a entouré aussi les négociations de contrat de Masai Ujiri. Pourquoi ça a été aussi long? On vous donne tous les détails plus tard. Charles Dubébret, entraîneur-chef justement des Blackjacks d'Ottawa dans la CEBL, va se joindre à nous. Mais tout d'abord, on l'accueille encore une fois, pour la deuxième fois en fait, au balado du Centre-Ville, la directrice des opérations de la future équipe montréalaise de la CEBL. On va pouvoir donner un nom à cette équipe-là dans un instant. Annie Larouche, comment ça va, Annie? Ça va très bien, merci. Annie, ça doit être une journée assez fébrile pour toi présentement. Ça fait longtemps que tu travailles justement à ce dévoilement de ce nom et de ce logo-là. Oui, effectivement. Donc, ça fait 9 mois. Je pense que je suis en poste maintenant. Et puis, ça fait 9 mois qu'on travaille là-dessus. On voulait que ce soit une décision réfléchie puis qu'il y ait une signification derrière ça. Je pense qu'on y est arrivé. Annie, bon, on sait, on enregistre le balado du Centre-Ville environ à 10 heures, mais tu as eu la gentillesse de venir nous voir au balado, même si votre annonce techniquement est à 13h30. Donc, Annie, évidemment, je suis très curieux. Je pense que Max aussi est très curieux. On aimerait beaucoup savoir le nouveau nom, en fait, le nom de cette nouvelle équipe de Montréal et le logo qu'on pourra voir derrière toi. Donc, sans plus tarder, ben, je te laisse un peu là, faire ta pré-annonce quelques heures avant Roulement la de vraie annonce. tambour. Roulement de tambour. Alors, la nouvelle équipe de la LECB, l'élite canadienne de basketball à Montréal, l'Alliance de Montréal. Et on peut voir, si vous voyez derrière moi, alors on voit l'Alliance de Montréal avec notre superbe logo. Vraiment très fiers, puis on espère que les gens vont aimer. Wow! Quel a été justement... J'aime déjà les couleurs. Il est très beau. Au vrai, il est très beau. Quel a été le processus pour en venir à ce nom-là et à ce logo-là? Qu'est-ce que ça représente, l'Alliance de Montréal? Oui, bien, souvenez-vous, on a fait un sondage, hein, je pense que c'est dès le mois d'avril, demander aux gens quel devrait être le nom de la nouvelle équipe et pourquoi. Donc, on a eu près de 1500 répondants. Très intéressant, très créatif dans certains cas. On s'en est parlé. C'est certain, là? Oui, on s'en est parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Donc, tu sais, on avait le trafic, les cônes oranges, les poutines. Le trafic de Montréal. Oui, traffic jam. L'actualité, on va dire. Le traffic jam, j'aime ça. Ouais. Bon, tu sais, au départ, ce qui est important, c'est d'avoir un nom qui était parfaitement bilingue. Partant, on éliminait beaucoup de suggestions. On s'est attardé surtout pas au nom qui était proposé, mais au pourquoi. Puis le pourquoi revenait dans plusieurs suggestions. Donc, il y avait plein de noms qui étaient suggérés. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'était parce que ça nous ressemble, parce qu'on est une communauté inclusive, diversifiée, multiculturelle. Ça, c'est les mots qui revenaient souvent, peu importe le nom qui était suggéré. Alors, il y a 3 personnes qui ont suggéré ce nom-là. Je vais nommer les prénoms pour les respecter, puis après ça, ils pourront se vanter s'ils veulent. Mais, donc, il y a Alexis, Isabelle et Nadia. Et là, je vais me permettre de vous dire que on s'en allait ailleurs. Il y avait un autre nom qu'on avait choisi au départ, puis là, bon, ça, c'est une belle anecdote à raconter. Puis il ne sait pas encore, donc il va l'apprendre en vous écoutant. Mais j'arrive à un événement avec Pascal Fleury et je vois qu'il porte un polo avec le nom qu'on avait choisi.
Et là, j'ai dit, ah, c'est intéressant, c'est le nom de ton école de basket? Là, non, c'est le nom de mes équipes élites. Ah! Je pars, je me retire, j'envoie un petit texto à la Ligue. Oublié, c'est déjà pris, on peut pas aller là. Alors, longue histoire courte, je me retrouve chez ma coiffeuse qui me dit, puis, voulez-vous trouver le nom finalement? Puis j'ai dit, ouais, on avait trouvé un nom, mais là, on va retourner à la case départ. Exact. Et puis, ma coiffeuse qui s'appelle Nadia, alors je salue Nadia de chez Infusion, qui me dit, bon ben là, faut que tu m'écoutes. Fait que moi, je suis là 2 heures, on se comprend, j'ai une teinture à faire, et pendant 2 heures, elle m'a vendu le nom à fond en me disant, tu sais, moi, c'est ma jeunesse, puis tout le monde se retrouvait, il faut que ça s'appelle Alliance, que peu importe l'âge, peu importe les gangs, quand j'étais jeune, tout le monde se retrouvait au parc, puis jouait ensemble, c'est représentatif, Et puis voilà, donc j'arrive tout de suite après à une rencontre de la Ligue, on suggère quelques noms, et quand je dis ma coiffeuse m'a suggéré le nom Montreal Alliance, il y a eu un moment de silence et Mike Morreale, notre commissaire, a dit « That's it, our name ». Alors voilà, c'est comme ça que ça a été choisi. Donc tout ça, entre autres, grâce à ta coiffeuse Nadia. Voilà. Exact, on la salue. Félicitations. Et bon, parfait, on voit le logo, super belle, les couleurs. La prochaine étape, les uniformes, Annie, est-ce que les gens vont pouvoir se procurer peut-être des polos, tu parlais, ou de la marchandise, des casquettes? Quelles sont les prochaines étapes là, dans ton processus? On est déjà sur tout ce qui est marchandises, articles avec le logo à l'effigie de la nouvelle équipe. On est aussi en préparation pour les jerseys, donc tout ça s'en vient là sous peu. On est en pandémie, on le sait, c'est au ralenti un peu partout. Les délais sont plus longs, mais les dessins sont faits. Donc, il faut juste être... Ah oui, puis je tiens à dire aussi, là, pourquoi un loup? Ben là, vous avez probablement fait le lien, mais bon, les loups dans les... Évidemment, c'est une alliance, c'est une interdépendance, donc on trouvait que ça représentait bien le nom aussi. Comme une espèce de wolf pack en anglais, mais ça prenait quelque chose en bilingue, donc alliance, c'est vraiment parfait. T'as raison. Ouais. Max? Oui, écoute, excuse-moi, donc on parlait des uniformes et là, l'annonce se fait aujourd'hui. Est-ce qu'on va peut-être savoir autre chose en termes, as-tu trouvé ton directeur général? Est-ce que c'est lui qui va s'occuper de trouver le prochain entraîneur et le staff et tout ça? Oui, effectivement, ça avance très, 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 très pour le directeur général. Une autre annonce sera faite sous peu. Je suis vraiment excitée. Donc, mais une étape à la fois. Et puis oui, effectivement, c'est lui qui va choisir le coach, entraîneur, et puis tout ce qui est opération basket dans le fond. Et vous allez donc jouer vos matchs à Verdun. Et la bonne nouvelle, c'est que Max Boudreau, écoute, tu viens de Verdun, je pense, Max. Je suis né et grandi à Verdun. J'ai joué à l'école secondaire à peut-être 5 minutes de marche de l'auditorium. J'ai vu les travaux à l'extérieur. J'ai malheureusement pas été à l'intérieur encore, mais j'ai très, très hâte de voir ça et c'est sûr que je vais être là le premier match. Est-ce que Max Boudreau va se remettre en forme pour jouer pour l'équipe de Montréal? Ça, c'est la vraie question. C'est une excellente question, Max. Oui, écoute, vous me mettez sur la sellette, donc j'ai un vélo stationnaire en arrière de moi. Je vais commencer à pédaler. Je sais que la saison commence en mai, je pense, mai 2022. J'ai encore un peu de temps devant moi, mais c'est sûr que l'âge va me rattraper plus vite qu'autre chose. Mais... Annie Larouche, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence au balado du Centre-Ville. Une présence toujours appréciée. On va certainement avoir la chance de se reparler au cours de la prochaine saison. On espère tellement que ça fonctionne enfin, l'équipe de basketball à Montréal. Je pense que la Ville de Montréal mérite d'avoir son équipe de basketball. Annie Larouche, merci encore une fois. Hey, merci. Bravo, Annie. Merci. Bonne journée, bonne annonce aussi. Ouais. À bientôt. Bye. Bye.
Max, si tu le veux bien, restons dans le même sujet de la CEBL, alors qu'on accueille maintenant l'entraîneur-chef des Blackjacks d'Ottawa, Charles Dubébret. Charles, c'est avec un grand plaisir qu'on te retrouve cette saison. Et c'est drôle, Charles, parce que lorsque je t'ai envoyé un texto lundi pour savoir si tu voulais venir au balado du centre-ville, j'ai réalisé que la dernière fois que je t'ai texté, c'est à peu près le 15 juillet. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas parlé. On dirait que ça fait comme une semaine. Je me sentais presque mal de te texter pour t'inviter au balado quand ça fait 3 mois qu'on ne s'était pas dit un mot, mais je suis très content de t'avoir parmi nous ce matin. Merci beaucoup à toi aussi de prendre le temps de nous parler. Pas fâché ou quelque chose, qu'on n'était pas rendu en mauvais terme. Mais non, bon, non. on est dans ces vies-là, je comprends. T'es parent de jeunes enfants, moi aussi. Puis quand on est dans ce monde-là, je pense qu'on a plein de préoccupations qui passent sans qu'on la voit passer. Puis on prend toujours un prétexte. Donc je suis content que le balado du centre-ville ait été ce prétexte-là. Charles, tu as écouté ce que Annie avait à dire et toi, tu as eu la chance de vivre l'expérience de la CBL cet été, donc à partir de mai 2021. Qu'est-ce qui rend, à ton avis, cette ligue-là crédible? Et surtout pour avoir connu les autres ligues qui ont tenté leur chance à Québec et à Montréal, est-ce que pour toi, la CEBL représente la meilleure chance pour enfin peut-être voir le basketball fonctionner, je dirais à Montréal, mais j'ai le goût de dire au Québec en général? Avoir une équipe professionnelle à Montréal, est-ce que la CEBL, vraiment, c'est la meilleure chance? Ben, de très loin. Il n'y a jamais eu une ligue comme ça au Canada. Hein. Quand tu penses au calibre de jeu qu'il y a dans cette ligue-là, je veux dire, c'est pas des joueurs qui font des petites tentatives professionnelles. On parle de joueurs, il y a des joueurs qui ont déjà joué des matchs NBA dans cette ligue-là. Il y a plusieurs joueurs qui ont de l'expérience sur l'équipe nationale canadienne. Ça, c'était pas le cas quand il y avait des ligues avant. Je veux dire, peut-être tu avais par-ci, par-là un joueur ou deux, mais c'est une ligue qui est essentiellement constituée de joueurs qui ont des carrières en Europe en ce moment, qui ont des carrières au niveau national, qui ont comme je dis, qui ont soit déjà joué dans la NBA ou dans la G League ou passé pas très loin de le faire. Donc, on parle vraiment d'un autre niveau d'athlète que ce qu'il y a eu auparavant, sans vouloir manquer de respect à ces gens-là, parce qu'il y avait des bons joueurs à l'époque, mais disons que la structure était moins bonne autour de tout ça. Donc, je pense que la CBL aussi en termes de marketing, en termes d'uniformité, en termes de qualité du produit, comment on le rend, bien entendu, maintenant on a une époque de réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, mais c'est extrêmement différent de tout ce qu'il y a eu avant. Moi, j'ai été impressionné parce que j'ai vu de la Ligue cette année, puis je trouve ça extrêmement dommage qu'au Canada, en fait, on n'a pas une Ligue comme ça depuis 25-30 ans, puis maintenant, on l'a. Donc, avec le succès que ça a dans les différents marchés à travers le Canada, je pense que maintenant, la balle est dans le camp des amateurs de Montréal de sauter dans le bateau pendant qu'il passe parce qu'elle a l'opportunité. Puis, il faut laisser le scepticisme puis le passer de côté puis vraiment regarder devant puis dire, regarde, là, la belle ligue s'en vient chez nous, c'est le temps d'en profiter. Donc, j'espère que les amateurs montréalais vont être au rendez-vous. Charles, comment tu as aimé ta première année d'expérience en tant qu'entraîneur-chef en pleine pandémie avec les Blackjacks d'Ottawa? Ben, honnêtement, c'est une organisation fantastique à Ottawa, à partir d'en haut, du président, directeur, gérant, les gens qui travaillent là-bas, les installations qu'on a à Ottawa sont fantastiques aussi. Puis vraiment un grand professionnalisme de la part de la Ligue qui se compare très bien à ce que j'ai pu vivre ailleurs dans le monde, dans mes autres expériences basket. Donc, puis j'ai envie de te dire, même en termes tu rentres à l'entraînement chez les Blackjacks, là où on est, ça n'a rien à envier, voire même c'est mieux que ce qu'on avait quand j'étais avec les Raptors 905 à Toronto. Donc, vraiment, un standing qui est élevé dans ce qu'on peut produire au quotidien. On a eu une réponse immédiate des amateurs aussi dès qu'on a pu réouvrir les portes. Je veux dire, nous, on avait droit à 1000 spectateurs, on a fait ça le comble à chaque fois sans difficulté. Donc, vraiment des choses très intéressantes. Puis, je parlais aussi juste le fait que ça soit sur les réseaux nationaux, sur le partenariat avec CBC, le fait qu'on en parle. Regarde, on est aujourd'hui en train d'en parler à RDS. Il y a un buzz autour de cette ligue-là à travers le Canada qui est vraiment intéressant, qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Donc, j'ai pu le vivre de l'intérieur. Puis, je pense que ça va être intéressant de continuer à bâtir cette ligue-là dans les prochains. Maintenant, l'inclusion du Québec à tout ça. Brièvement, avant là, de glisser vers les Raptors de Toronto, Charles, comment c'était de retrouver ton poste comme entraîneur-chef? Tu as été adjoint avec le 905, mais de retrouver tes souliers comme entraîneur-chef, qu'est-ce que ça te faisait?
Ah, c'est un super feeling parce que je pense que il y a rien qui te fait grandir autant que le poste d'entraîneur-chef. Je pense que quand je suis devenu adjoint avec les Raptors en 05, c'était aussi le temps pour moi On a apprendre de perdu. cette organisation-là. Pour moi, c'était quelque chose qui était génial. Mais une fois que tu emmagasines des connaissances, tu peux en emmagasiner toute ta vie, mais il faut les appliquer en quelque part. Puis quand tu retrouves ton poste d'entraîneur-chef, ben, tu as des essais et erreurs que tu peux faire qui te permettent de grandir puis de peaufiner ta philosophie. Donc, avec le plaisir, les responsabilités, forcément, le stress qui vient avec, ça n'a rien à voir avec le fait d'être assistant, mais vraiment tous les bénéfices qui viennent avec le fait aussi quand tu gagnes des gros matchs puis la récompense que ça te donne de voir tes joueurs progresser, ça, c'est vraiment fantastique. Donc, très content d'être remis dans cette situation-là. Bon, passons maintenant aux Raptors de Toronto qui ont commencé leur saison mercredi dernier contre les Wizards de Washington. Premier match à domicile pour les Raptors depuis le 28 février 2020. Donc, on retrouvait nos partisans du côté des Raptors de Toronto dans un match qui était présenté sur nos ondes, donc sur les ondes de RDS Info. Un match à sens unique dans lequel la deuxième unité a peut-être sauvé les apparences parce que ça n'a jamais été un match très serré. Victoire convaincante par la suite contre les Celtics à Boston. 2 défaites par la suite contre les Mavericks et contre les Bulls. Max, je sais qu'on a joué que 4 matchs et que l'échantillon est très petit, mais qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison des Raptors? Je m'ennuie de Pascal Siakam. Ouais. Mais aussi, il va falloir trouver une façon de réussir nos tirs. Là. Puis, tirs en général, 2 points, 3 points, lancer franc. Je regardais les statistiques, là, c'est sûr, on va se dire l'échantillon n'est pas grand, mais par 100 possessions, là, pour être capable de comparer tout le monde au même niveau, les Raptors sont bons derniers, donc 30e en termes de pourcentage de réussite là, à 40%. Pour comparer, là, la meilleure équipe est à 48, donc il y a quand même un 8% de différence. Donc, c'est sûr que est-ce qu'on a des joueurs qui sont dans des positions qui sont peut-être pas habitués tôt dans une saison? Oui. J'aime qu'est-ce que je vois de Scotty Barnes, entre autres, de Precious Achiuwa, que j'ai pas personnellement vraiment vu à Miami. Mais c'est sûr que plus souvent qu'autrement, là, je trouve que les Raptors manquent beaucoup de tirs qui normalement devraient réussir. Là, donc, ce qui limite le pourcentage. C'est sûr que, comme on dit, le vieux cliché, si t'es pas capable de mettre le ballon dans le panier, ça va être dur de gagner des matchs de basket. Charles, Scotty Barnes, Max en a glissé un mot, a été impressionnant pour l'amateur moyen. Là. Si on regarde sa ligne de statistiques, presque 17 points par match, plus de 8 rebonds, très efficace du plancher avec une moyenne de 56%, plus difficile à 3 points, mais somme toute, on se souviendra de lui pour une excellente performance contre les Celtics, 25 points, 13 rebonds. Avec ton œil d'entraîneur-chef, comment tu évalues Scotty Barnes sur ce que tu vois sur le terrain? Parce que c'est facile de dire « Ah, Scotty Barnes connaît vraiment un bon début de saison, 17 points par match ». Mais de ce que tu vois sur lui sur le terrain, est-ce qu'il connaît ses schémas tactiques? Est-ce qu'il connaît ses schémas de jeu? Est-ce qu'il connaît vraiment un bon début de saison, à ton avis, outre le fait qu'il a des bonnes statistiques? Barnes est excellent, extrêmement impressionnant. Je suis très, très excité de voir le niveau qu'il y a en ce moment parce que j'ai envie de te dire, l'échantillon, comme tu le dis, est très petit, mais ça semble être le bon choix par rapport à la discussion qu'il y avait avec Jalen Suggs au moment du repêchage. Puis c'est rien contre Jalen Suggs, mais l'idée pour les Raptors, c'est qu'on n'a pas ce joueur-là numéro 1. Puis pour revenir un peu sur ce que Max disait, les Raptors, en ce moment, on voit plein de joueurs qui ne sont pas au bon rang dans une hiérarchie. Si l'équipe qui rentre sur le terrain, le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Fred VanVleet. J'adore Fred VanVleet, mais tu n'es probablement t'es pas une très bonne équipe NBA si ton meilleur joueur, c'est Fred VanVleet, puis ton deuxième meilleur, c'est OG Anunoby. Donc, c'est sûr que Pascal Siakam, quand il va revenir, il va faire redescendre tout le monde d'une case dans la hiérarchie, mais la meilleure chance pour les Raptors d'être bons à moyen terme, c'est de trouver ce joueur numéro 1 là qu'on n'a plus depuis le départ de Kawhi Leonard. Puis c'est pas qu'on l'aime pas, Pascal Siakam, quand on dit des choses négatives sur lui depuis 2 ou 3 ans, mais c'est qu'en réalité, on se rend compte que si c'est lui le meilleur, ben ça va être compliqué. Par contre, si Pascal est ton deuxième meilleur, tu as probablement une excellente équipe.
Et Fred VanVleet, si ça devient ton 3e, 4e avec Anunoby, etc., Achiuwa, comme Max le mentionnait, est un joueur très, très intéressant, très content que les Raptors soient allés le chercher. Là, on replacerait tout le monde au bon endroit, mais bon, le problème il est quand même majeur, c'est qui vont. Et là, ils sont allés pour le coup de circuit en se disant, ben nous, on pense que Scottie Barnes, il a le profil physique et de jeu technique pour être ce joueur-là dans 2, 3, 4 ans. Il y a un profil qui ressemble un peu à Kawhi Leonard, à LeBron James, à Kevin Durant, à Giannis Antetokounmpo, beaucoup plus que Jalen Suggs. Et puis, c'était ça l'idée des Raptors quand ils ont repêché Barnes. Ben, Barnes, jusqu'à maintenant, il démontre tout ça. Il démontre de l'habileté, il démontre des qualités de passe, il impacte le jeu par ses qualités athlétiques, par sa taille, sa longueur. Il fait des beaux jeux défensifs. Il y a encore beaucoup à apprendre sur ce côté-là du terrain, mais il a le potentiel d'être un excellent défenseur. Mais juste ce qu'on voit de lui en termes de vision de jeu, de finition, de création de tir à mi-distance, de finition près des paniers, c'est déjà un bon joueur sa saison recrue. C'est ce qu'il prouve jusqu'à maintenant. Donc, moi, j'ai l'espoir de me dire Scottie Barnes, dans 2 ans, est peut-être un joueur étoile. Peut-être. Et s'il est un joueur étoile et que c'est ton meilleur joueur et que là, Siakam est ton numéro 2, etc., là, on a vraiment un avenir serein pour les Raptors, mais je suis assez inquiet de la saison actuelle. Je pense que le temps qu'on y arrive, on voit jusqu'à maintenant, les Raptors sont 1-3. Là-dessus, il y a 3 matchs sur 4 à domicile. On n'a pas affronté une super puissante non plus. C'est une équipe qui, je pense, va avoir beaucoup de difficultés à marquer des points toute l'année parce qu'on n'a pas les joueurs pour être une excellente attaque. Max parlait des pourcentages de tirs. On n'a pas les joueurs pour créer les avantages qui mènent à des bons tirs. Donc, je pense que les Raptors vont être excellents défensivement, très faibles offensivement. Saison difficile, mais qui peut être sereine et autant mettre Scottie Barnes sur le terrain et le développer le plus possible tout de suite. Mais je veux revenir là-dessus. Ouais, vas-y, Max, vas-y. Le problème, c'est que quand Siakam revient, Siakam va prendre les minutes de quelqu'un, puis la première personne, ça va être Scottie Barnes, selon moi. Donc, là, on voit un bel échantillon. Non, tu penses pas? Parce que, écoute, OG Anunoby va jouer. Oui, et je pense qu'il va jouer. Parce que dans ton organigramme, j'ai envie de dire, Barnes compte après 4 matchs. C'est encore extrêmement tôt, mais c'est un 4e choix au repêchage avec beaucoup de potentiel. C'est limite la pièce la plus importante que tu as à Toronto en ce moment. Siakam pourrait très bien faire partie d'un échange. Anunoby, je pense qu'on ne s'en départira pas parce que sa valeur par rapport à son contrat, Anunoby, c'est un gars qui est dans les 17-18 millions par année. Il a une production géniale pour ce salaire-là. VanVleet, un jour, pourrait faire partie d'un échange. Je ne dis pas qu'on va l'échanger, mais il fait partie de la culture Raptors. Barnes, c'est ce que tu as de plus important. Donc, sacrifier son développement, surtout que les Raptors, au moment où Siakam va revenir, les Raptors pourraient être 4 victoires, 11 défaites. Donc, si tu es déjà dans ce mode-là, moi, je pense que celui que tu sacrifies, entre guillemets, c'est Gary Trent. C'est lui que tu mets. Ouais, et tu gardes VanVleet comme meneur de jeu, Achiuwa comme centre, puis là, tu mets 3 ailiers polyvalents, Siakam, Anunoby, Barnes. C'est sûr que ça ne fait pas beaucoup de tirs extérieurs là-dedans, mais Anunoby, ça commence à se replacer assez bien. Puis, si jamais tu te rends compte que c'est un peu redondant, à un moment donné, pour moi, la pièce qui peut faire partie d'un échange, c'est Siakam, parce que Siakam, il y a un contrat au-dessus de 30 millions par année. Donc, potentiellement, peut rapporter plus si une équipe veut obtenir un joueur prêt à gagner tout de suite. Donc, on parlait souvent de Golden State comme une destination possible. Donc ça, je pourrais imaginer que les Raptors pourraient aller dans ce sens-là plus tard parce que tu te départis du contrat de Siakam, c'est mieux que se départir du contrat d'Anunoby. Je pense qu'on a perdu Alex pour une 6e fois en 2 minutes. Donc ça, ce sera un processus peut-être de 2 à 3 ans pour les Raptors. Le problème là-dedans, qu'est-ce qui se passe avec Malachi Flynn? Pas de première ronde des Raptors. Clairement, Nick Nurse a perdu confiance en Malachi. Écoute, tu perds confiance, je comprends que c'est un choix de première ronde tardif, mais là, il ne joue pas. Donc, qu'est-ce que tu fais avec Malachi Flynn également? Est-ce que ça vient comme ralentir un peu le développement du processus des Raptors? Je pense pas, moi, parce qu'en réalité, c'est pas qu'on n'aime pas Malachi Flynn, à mon avis, c'est qu'on aime mieux Delano Benton, qu'on vient de repêcher en 2e ronde avec le 46e choix cette année. Parce que les Raptors... Oui, c'est ça. Puis les Raptors font un choix en ce moment identitaire, philosophique, qui est très intéressant, qui est de pousser ce qu'on appelle en anglais le positionless basketball, c'est-à-dire le basket pas de position. Entre guillemets, tout le monde fait 6 pieds 8, 6 pieds 9.
tout le monde peut jouer toutes les positions, tu peux changer sur tous les écrans, puis on sait le succès que les Warriors ont eu avec ça dans le milieu des années 2010. Et les Raptors, en ce moment, ils essaient de pousser ça vraiment à l'extrême. Ce qui fait qu'il y a 2 joueurs dans l'échiquier qui ne fitent pas du tout là-dedans. Fred VanVleet et Malachi Flynn. Dans le cas de VanVleet, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est un des 3 meilleurs. Donc, tu vas le faire jouer, puis tu as besoin de lui pour ton identité, ta culture. C'est un gros leader pour l'avoir vu de l'intérieur. Tu as besoin de la voix de Fred. C'est lui qui est un peu le successeur. Donc, VanVleet, lui, peut être l'exception à la règle. Mais là, si tu mets Flynn en plus, là, tu es rendu avec trop d'exceptions pour ta règle. Donc, c'est plus intéressant pour eux de faire jouer Banton, de voir ce qu'on a. Surtout que Flynn, oui, Alex, c'est un choix de première ronde. Il n'y a pas eu une très bonne saison recrue l'année passée. Si on remet les choses en perspective, on est tous devenus très excités de lui après 3 matchs de pré-saison, mais ça reste de la pré-saison. Bon flash. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis après ça, il a été pour moi mauvais pendant 45 matchs. Puis après ça, il a démontré des flashs en fin de saison. Donc oui, mais Malachi Flynn, au mieux, c'est peut-être juste un backup NBA, alors que Banton, 6 pieds 9, meneur de jeu. Donc, puis Flynn, c'était une vieille recrue. C'est un joueur qui a été repêché à 22 ans aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, Flynn n'est pas indispensable dans ce que les Raptors essaient de faire. Puis à un moment donné, comme les vieux clichés, encore une fois, tu ne peux pas faire jouer tout le monde. Donc, si tu fais un choix de faire jouer VanVleet et Banton, tu ne peux pas faire jouer. Tu as aussi Gary Trent à faire jouer. Fait que dans le schéma dont on parlait avec Max, en disant, mettons, quand Siakam revient, si ton 5 de départ, ça devient VanVleet, Siakam, Anunoby, Barnes et Achiuwa, ben, tes backups, ça va être Khem Birch, Chris Boucher, Banton, Gary Trent est rendu sur ton banc. Fait que là, la place pour Malachi Flynn est Dragic aussi. Dragic va jouer un peu. Ça. Il manque 2 minutes à Toronto. Je pense pas que Dragic est là pour longtemps parce que ça n'a pas d'intérêt pour les Raptors de le faire jouer. Surtout, le seul intérêt de Dragic, c'est admettons que les Raptors, après 30 matchs, sont à 19-11, puis là, on est meilleur qu'on pensait, puis on essaye de faire un push. OK, Dragic peut t'aider là-dedans. Mais pour moi, il y a quand même une forte chance que les Raptors, ça soit une saison assez dure. Comme je te dis, une victoire, 3 défaites, à date, c'est un rythme pour gagner 21 matchs. Bon, les Raptors vont gagner plus que 21 matchs, mais je peux très bien concevoir que les Raptors vont être top 10 en défense, mais parmi les 5 à 8 pires attaques de la Ligue aussi. Puis ça va être difficile de gagner des matchs comme ça. Donc, dans ce cas-là, Dragic, autant racheter son contrat, laisse-le signer avec quelqu'un après la pause du match des étoiles. Puis tu n'as pas besoin de dépenser des minutes sur lui que tu donnerais à Banton, qui est peut-être un prospect intéressant, ou Gary Trent, à qui tu viens de donner quand même 51 millions pour les 3 prochaines années. Messieurs, revenons maintenant, si vous voulez, sur un article paru dans le Toronto Star lundi sous la plume du journaliste d'expérience Doug Smith et de la journaliste économique du Star, Christine Doby. Un article vraiment qui a créé une onde de choc à Toronto. Je me suis abonné au Stars simplement pour lire cet article-là. Vraiment. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais moi, je l'ai fait. Souvenez-vous à quel point il y avait des questions entourant le retour de Masai Ujiri à Toronto l'an dernier, évidemment cet été. Et dans cet article-là, on comprend mieux ce qui s'est passé dans les coulisses. Bon, brièvement, là, il faut savoir que MLSC qui contrôle les Leafs, c'est les Raptors 905, Argonauts et le Toronto FC, est une entité contrôlée par 3 propriétaires. Rogers à 37,5 %, Bell, BCE à 37,5 % et Kilmer Sports à 25 %. Edward Rogers, le président du conseil d'administration de Rogers, n'était pas convaincu que Masai Ujiri valait bel et bien les 15 millions de dollars qu'on a ultimement consentis à Masai. Bell et Larry Tannenbaum, qui contrôlent Kilmer Sports, avaient accepté ce contrat-là de 15 millions à Ujiri, mais pas Rogers. Dans cet article-là, on apprend qu'il y a une rencontre au chalet de M. Rogers, et cette rencontre-là, au dire de M. Rogers, n'avait vraiment pas bien été. Masai Ujiri s'est senti tellement insulté après cette rencontre-là qu'il a failli bien prendre une année sabbatique de son rôle. Donc là, on était dans une impasse. Les 3 propriétaires ont tenté d'en venir à une entente sans succès. Donc, en dernier recours, Larry Tannenbaum, le gouverneur des Raptors de Toronto, a utilisé son titre pour ultimement prendre la décision, lui, d'offrir le contrat à Masai Ujiri. La surprise, Edward Rogers, pas content de la décision, est allé plaider sa cause directement à Adam Silver. Et là, Rogers s'est fait dire que c'était clairement le droit de Tannenbaum d'exercer son autorité. Et voici comment la saga s'est complétée. Masai Ujiri a signé son contrat avec les Raptors de Toronto. Donc, quand on se disait, est-ce que Masai va revenir? Et on se disait,
Est-ce que c'est Masai qui n'est pas certain s'il va revenir ou non? Ben peut-être, mais clairement, de l'autre côté aussi, du côté des propriétaires, il y en a un du moins qui ne voulait pas nécessairement que Masai Ujiri revienne. On a dit, ben, est-ce qu'on a vraiment besoin de Masai pour justement avoir une bonne équipe sur le terrain? C'est drôle parce que toutes les formations de l'NBA rêveraient d'avoir Masai Ujiri. Il y a même des équipes de soccer européennes qui aimeraient avoir Masai Ujiri comme directeur général. Est-ce que ça vous surprend, ce messieurs, qu'un propriétaire comme Edward Rogers qui affirme que Masai ne vaut pas nécessairement son contrat, surtout considérant la prise de valeur des Raptors de Toronto depuis son arrivée en 2013. Ça, c'est une concession qui valait 405 millions en 2013, qui vaut 2,15 milliards de dollars maintenant en 2021. J'aimerais vraiment vous entendre sur cette situation-là, qui pour moi fait absolument aucun sens. Écoute, quand j'ai vu l'histoire, moi je pense que M. Rogers, de un, est dépassé par les événements. Si Masai demandait un 15 millions, là, comme tu le dis, c'est qu'il y a, je pense, 29 autres équipes dans la Ligue qui étaient prêtes à payer peut-être un peu plus. Même j'ai entendu dire qu'il y avait des équipes qui étaient prêtes même à lui donner un titre plus haut là, que directeur ou de président. Et même des équipes, même pas de basketball, là, comme tu dis, là, je pense que c'est des équipes de soccer européennes qui étaient prêtes à aller le chercher. Donc, on connaît son talent, on connaît son pedigree et la raison pourquoi il est là. Mais moi, je pense que tout ça, en plus, que l'histoire a été leakée, de qu'est-ce que j'ai compris, là, il y a des disputes familiales dans la famille Rogers là, pour prendre les rênes de cette compagnie-là. Entre, je pense, c'est la mère et le frère. En tout cas, ça a l'air d'être un soap opera là, que tu manges du popcorn puis tu regardes le roman savon. Mais c'est quand même fou de croire là, qu'on a passé à deux cheveux de perdre, que Toronto, perde Masai Ujiri là, pour une question de ce contrat-là avec cette personne-là. Là. C'est quand même incroyable. Charles, est-ce que c'est un vote de confiance pour Bobby Webster? Est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas la différence, tu penses, entre Bobby Webster et Masai? Pour toi, est-ce que Masai Ujiri est nécessaire ou peut-être que M. Rogers avait raison et que Webster aurait pu faire le travail tout seul? Ben, moi, je connais bien personnellement Bobby, puis Bobby Webster, il est excellent, puis il va être président des opérations basket, là, ce qu'on appelle dans le jargon PBO, là, le poste qu'occupe Masai. Ben, Masai est maintenant aussi vice-chairman de MLSE, mais disons que le titre ultime en basket en général, c'est President of Basketball Operations. Puis, donc, c'est un titre un peu qui s'est créé depuis une dizaine, quinzaine d'années pour un peu promouvoir des directeurs gérants puis les payer plus cher quand c'est des gros noms, justement, comme Masai Ujiri. Donc, Bobby Webster est le directeur gérant à Toronto et il va être le président des opérations basket de quelqu'un dans quelques années. Est-ce que ce sera des Raptors parce que Masai Ujiri passe à autre chose? Ou est-ce que mais son nom circule ailleurs. On sait que les Bulls, quand ils ont embauché Arturas Karnisovas il y a quelques années, donc son nom circule dans ces discussions-là, puis je pense qu'il va avoir un de ces boulots-là parce qu'il est très estimé à travers la Ligue et il est très estimé par les Raptors aussi. Et c'est un bras droit exceptionnel pour Masai en ce moment d'avoir Bobby Webster. Donc oui, d'un côté, il peut y avoir un vote de confiance envers lui en se disant, bon, si demain matin on se retrouvait avec Bobby Webster, je pense que dans un certain sens, on n'est pas mal pris d'avoir Bobby Webster dans ce poste-là parce qu'il est extrêmement compétent. Maintenant, Masai Ujiri, c'est quelqu'un qui fait partie de la rare catégorie d'êtres humains qui a presque un aura autour de lui quand il marche, tu sais. Puis il donne instantanément à plein de niveaux une crédibilité aux Raptors qui n'ont pas sans lui. Tu sais, les Raptors, au-delà de la valeur, comme tu dis, du fait que leur valeur a quintuplé depuis une dizaine d'années, c'est aussi le fait que les Raptors sont devenus cool pour tout le monde sur la planète. Ouais. Tu sais, il y a Drake qui fait partie de ça. Drake, je veux dire, je ne sais pas s'il serait chumé avec le président si ce n'était pas Masai Ujiri. Donc, le fait que tout ce rodage-là autour des Raptors, puis ça crée une image de marque qui est aussi cool qu'elle l'est aujourd'hui, c'est beaucoup Masai Ujiri. Et c'est pour ça que, je veux dire, si ce n'était pas Masai Ujiri, peut-être que Kawhi Leonard aurait décidé, moi, je ne joue pas ici, puis je veux partir ailleurs. Ça s'est vu par le passé des joueurs qui refusaient carrément de jouer à Toronto. Mais
d'avoir Masai pour une espèce d'assurance que les choses vont bien se passer globalement. Et ça vaut nettement les 15 millions par année qu'on le paie. De toute façon, au vu des profits faramineux que les Raptors ont fait depuis quelques années, puis de l'augmentation de valeur de la franchise, je pense qu'il mérite tout ce qu'il y a là parce que les Raptors ne seraient pas là sans lui. Bon, maintenant, on va basculer dans les histoires qui ont marqué ce début de saison dans l'NBA. Je pose la question suivante, messieurs. Laquelle des formations invaincues présentement a le plus de chances de connaître du succès cette saison? Les Warriors, on a les Bulls de Chicago, on a le Jazz, et je sais que tous les deux, vous voulez parler des Hornets avec une fiche de 3 victoires et une défaite. Peut-être la surprise dans l'Est cette saison. Donc, oui, vous pouvez nous parler des Hornets, mais tout d'abord, quelle équipe risque de connaître le plus de succès entre les Warriors, les Bulls et les Jazz, à commencer par Max? Ben, la réponse facile, c'est tu prends ces trois équipes-là puis tu dis qui a eu du succès l'année passée. Puis moi, personnellement, je pense que le Jazz a tous les atouts pour continuer à faire ce qu'ils ont fait l'année passée. Malheureusement, euh, ils ont perdu en 6 contre les Clippers, mais il faut savoir qu'ils gagnaient la série 2-0 avant de perdre les 4 prochains matchs. Le Jazz a été la meilleure équipe l'année passée. Ils n'ont pas changé grand monde, à part, je pense, l'acquisition de Sam Whiteside, qui est un bon backup à Rudy Gobert, qui ne coûte rien. Pour l'instant, avec une différence de 14 points. Oui, Rudy aussi, excuse. Je ne regarde pas les Jazz à tous les soirs, mais de qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense que c'est eux, surtout si tu compares avec Golden State et avec les Bulls. C'est des belles histoires, c'est une belle surprise, les Bulls. Les Hornets sont 3-1, c'est une belle surprise. Mais si tu regardes vraiment qui tu penses qui va être au top à la fin de l'année, moi, je pense que ça va être le Jazz. Oui, je vais aller avec Max là-dessus. Je pense que le Jazz est très sexy, mais je veux dire, bon l'année dernière, qu'ils font juste continuer là où ils étaient. Puis malheureusement pour eux, ils ont été sans éliminatoire parce que je pense que c'est eux qui seraient allés en finale de la NBA si Mitchell et Conley avaient été en santé. Puis je année, le Jazz pourrait faire peut-être ce que les Bucks ont fait l'année dernière, c'est-à-dire l'équipe qui, après une petite déception, beaucoup de succès de saison régulière, deviendrait, par exemple, je veux dire, une équipe qui peut aller jusqu'au bout. Les Warriors, pour moi, à surveiller parce que tu as Steph Curry qui mène cette équipe-là, hein, puis avec ses 29 points de moyenne depuis le début de saison, puis tu pas encore tu as des joueurs qui peuvent rajouter de la profondeur avec Wiseman et Kuminga aussi. Donc, je pense qu'il faut surveiller quand même les Warriors. Les Bulls, je suis un petit peu plus sceptique. Je pense qu'ils ont beaucoup de talent. Je pense qu'on verra ce qu'ils sont peut-être dans un mois. Mais jusqu'à maintenant, ils sont 4-0, mais c'est aussi 4 victoires contre des équipes faibles. Ils ont battu Détroit 2 fois. Détroit ne gagnera pas grand match cette année. Ils ont battu les Pélicans. Les Pélicans, sans Zion Williamson, en ce moment, ne sont pas bons du tout. Puis je me rappelle plus, c'est la dernière victoire, c'est contre les Raptors. Qui est une très bonne équipe jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, les Bulls sont 4-0. C'est aussi en vertu du calendrier qu'ils ont eu. Par contre, ils ont un calendrier assez complexe qui s'en vient pour le mois dans une. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a. Charles Dubébret, merci beaucoup pour ta présence encore au balado du Centre-Ville. Présence toujours très appréciée. On espère pouvoir te... Est-ce qu'on aurait perdu Alex pour une 5e fois? Dans les prochaines semaines, peut-être même à RDS lors d'une présentation d'un match d'NBA. Encore une fois, merci encore pour ton temps ce matin, Charles. Salut, Charles. Merci à vous autres. Je vous ai perdu pendant quelques instants, mais merci à vous autres. C'est ça. Je suis en accord avec la moitié de ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Merci, Charles. Max, pour terminer l'émission, c'est l'heure de tes héros et zéro de Boudreau, ou ton héros et ton zéro. Je ne sais pas si c'est une équipe ou un joueur. D'habitude, c'est une équipe. Fait que tes héros, tes zéros. Les héros, ça peut être des joueurs ou des équipes, mais les héros, je ne vais jamais pinpointer un joueur, ça va toujours être une équipe. Bon. À moins qu'il arrive quelque chose à la Dion Waiters, puis c'est bonbon dans l'avion. Mais on va faire ça vite parce que je pense qu'il y a des écureuils qui sont en train de gruger tes fils de l'Internet. Écoute, mon héros, on n'en a pas parlé.
mais c'est assez simple. C'est le joueur, je pense, le plus électrisant en ce moment. Puis Charles a parlé de Steph Curry, mais un autre joueur en ce moment qui joue à Memphis, qui est Ja Morant. Ouais. Écoute, c'est incroyable. Il était à quoi? À un lancer franc de le réussir contre les Lakers. Et les Memphis seraient invaincus encore jusqu'à présent. Donc, tout un joueur. J'aime ces histoires de joueurs-là qui sont pas allés dans des high majors à l'université, est allé jouer à Murray State, les Racers, pour pas les nommer, dans le OVC, qui n'est pas une grosse conférence. C'est un joueur là, qui me fait penser un peu au parcours de Damon Lillard, de CJ McCollum. C'est des bons joueurs de basket qui n'ont pas été dans des high majors, ont resté à l'université pendant les 3-4 années et après ça connaissent du succès. Donc, mon héros cette semaine, là, écoute, premier marqueur de la Ligue à 35 points par match. Ouais. Ja Morant, je sais que Memphis ne joue pas tout le temps à la télé, mais allez voir les faits saillants, là, c'est incroyable. Là, Mais je pense qu'avec Ja Morant, les Grizzlies vont de plus en plus jouer à la télé nationale, surtout si on se met à gagner beaucoup de matchs. C'est sûr, c'est la beauté de la NBA qui choisissent qui vont mettre en prime spot, comme on dit. Mais écoute, c'était tout un spectacle contre les Lakers. Comme je disais, là, ils ont perdu par 3, mais ils étaient à un panier d'égaliser là, à 119-119, excuse, pour égaliser à la fin du match. Écoute, 40 points, 10 aides sur la route, là, c'est tout un joueur. Seulement troisième année, moi je pense que, écoute, on est en train de voir l'ascension de Ja Morant. En fait, T0. J'imagine que c'est entre le Thunder ou les Pistons. Peut-être pas, là, mais c'est les deux seuls équipes. Exactement. C'est ça. Écoute, c'est sûr que j'aurais un pile ou face, mais pour le simple fait que Détroit n'ont pas Cade Cunningham en début d'année, je ne vais pas les prendre comme mes zéros de la semaine. Je vais aller malheureusement avec le Thunder. Une pincée au cœur à chaque fois que je dis ça parce que Lugans, écoute, encore cette semaine, j'ai tweeté, là, c'est incroyable là, la façon, la ténacité. Ce gars-là, qui perd par 20, qui gagne par 40, va jouer avec la même énergie. Puis je pense qu'on l'appelle le Dort Chamber maintenant, donc la Chamber, chambre de torture. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, Torture Chamber, qui est la chambre de torture, si je pourrais dire. Ouais. Mais malheureusement, écoute, le Thunder ont perdu 32 de leurs 35 derniers matchs si on combine l'année dernière. Tu regardes le 5 partants, là, puis écoute, c'est presque une garderie là, tellement qu'ils sont jeunes. Ils sont construits pour l'avenir. On le sait, Sam Presti n'a pas dépensé. Il n'y a pas un joueur qui fait plus que 10 millions dans l'équipe. Je pense qu'ils sont à 75 millions de masse salariale versus le cap à 110 millions, 109. Mais c'est pas cette équipe-là qui va gagner des matchs cette année. Là. Donc, je te dirais de ne pas aller mettre un 5$ à Vegas pour que le Thunder gagne. Malheureusement, pour cette raison-là, ben, sont mes zéros. Difficile début de saison à 0-4. Mais ça va être on difficile pour Shai Gilgeous-Alexander. Là. Exact. Pour Lugans, là, c'est... Mais comme je te dis, l'énergie que Lugans amène, même si c'est dans une saison en construction, l'équipe est en construction, on le sait, c'est quand même incroyable à voir. C'est ce genre de performance-là qui va entraîner une nouvelle culture peut-être pas une culture de gagnant, mais une culture au moins on va travailler fort, puis peu importe le résultat, on va donner notre 100%. Moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi Lugans c'est à peu près le joueur le plus aimé en ce moment à Oklahoma City. Parce que, écoute, les résultats statistiques, victoires, défaites, les victoires sont pas là, mais au moins, la performance et l'énergie, c'est le fun à voir. Puis je pense que les gens ont compris le message que c'est pas cette année qu'on va se battre pour un championnat à OKC. Mais Max, c'est un peu ça le problème. On a beau avoir un paquet de choix de première ronde, un paquet de choix de deuxième ronde, des joueurs super jeunes dans la formation. À un moment donné, là, il va falloir commencer à gagner. J'ai hâte de voir quand Sam Presti va se dire, OK, là, c'est maintenant qu'on essaie de mettre les pièces du puzzle en place pour gagner. Et présentement, là,
encore une fois, cette année, ça ne sera pas le cas. Donc, j'ai hâte de voir quand Sam Presti va dire, OK, maintenant, ça peut être en 2023, c'est maintenant qu'on échange des choix de première ronde pour aller chercher des joueurs. On veut gagner maintenant. Parfait. Parce que là, c'est bien beau d'avoir plein de jeunes joueurs. Là. Ça prend des vétérans pour les entourer. Ça prend une formation gagnante. Sinon, ben, tu bâtis une culture perdante. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on veut du côté de OKC. C'est beau le développement, mais j'ai hâte de voir les résultats également pour OKC. C'est sûr, mais en ce moment, tu veux pas aussi aller flamber des millions pour essayer de gagner maintenant pendant que, je te dirais, cette année versus les 4-5 dernières années, c'est peut-être l'année qui a le plus de parité dans l'Ouest. Écoute, en ce moment, là, je peux pas dire qui va finir premier dans l'Ouest. Même mon top 4, parce que, écoute, les Lakers sont vieux, les Clippers sont blessés avec Kawhi, le Jazz, OK. Après ça, tu as des équipes comme Golden State qui n'étaient pas là, qui vont être là cette année, Denver, Memphis, qui était 8-9e l'année passée. C'est excessivement là, difficile. Il y a une grosse parité. Et je pense pas que Sam Presti va payer ou la surenchère pour aller essayer de gagner maintenant. Moi, je pense qu'il va développer. Malheureusement, on dit les grandes ligues, c'est pas des ligues de développement, mais pour la NBA en ce moment, pour Sam Presti, oui, c'est développer ses joueurs comme Lugans, comme Shai Gilgeous-Alexander, Darius Bazley et tout ça. Attendre peut-être en 3-4 ans d'après moi. Max Boudreau, encore une fois, un plaisir de co-animer ce balado avec toi. Très heureux d'apprendre le nom et le logo de la nouvelle formation de la CEBL, le Alliance de Montréal, qui va jouer à l'Auditorium de Verdun. Très hâte également de te retrouver pour notre prochain rendez-vous du balado du Centre-Ville. Ce sera le mercredi 10 novembre, mais pour l'instant, on vous rappelle notre prochain rendez-vous au basketball de la NBA à RDS. Ce sera mercredi prochain, donc le 3 novembre, alors que les Raptors vont affronter les Wizards de Washington. Donc, on se souviendra dans le match d'ouverture, les Wizards qui avaient visité les Raptors. Et là, c'est l'inverse. On sera du côté de Washington, donc mercredi 19h à l'antenne de RDS2. Et j'y serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Donc, pour une dernière fois, on vous rappelle notre prochain rendez-vous au balado du Centre-Ville. Ce sera mercredi le 10 novembre. Et très heureux encore une fois de vous savoir en si grand nombre à l'écoute. Max Boudreau, encore une fois, merci ce matin. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Salut Alex, salut tout le monde.